le face-à-face. Chers auditeurs de Sud Radio, il est 13h03, vous êtes avec Perico Légas et je reçois Jean-Baptiste Léon, journaliste et directeur des publications des Contribuables Associés. Je n'ai pas de bonnes nouvelles, lui non plus, à vous annoncer. Je disais tout à l'heure, en présentation des titres, la France est-elle en faillite, voire en ruine, et d'un commun accord, quand on consulte des experts, on vous dit si c'était une entreprise, si c'était une PME, elle serait plutôt assez proche de la liquidation judiciaire. Les chiffres que Jean-Baptiste Léon nous donne sont à la fois alarmants, terrifiants et calamiteux. Pour un temps, c'est un travail d'enquête extrêmement précis, douloureux certainement, mais qui reprend tous les éléments qui nous permettent de dire que ça va très très mal. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? On va le voir avec lui. Donc le livre noir de l'argent public, les secrets de l'État en faillite, tout y est, à lire évidemment d'urgence par la classe politique, nous gouvernons tous les élus pour savoir où on en est. On soupçonne évidemment les gens qui nous ont conduits à cette situation. Je parle des directeurs du Trésor de Bercy, de tous les ministres de l'économie et des finances et des ministres des comptes publics, de savoir tout en détail. Jean-Baptiste Léon, est-ce que la situation elle est grave ou elle est désespérée? Elle est grave, désespérée jamais, parce que je pense qu'on peut toujours s'en sortir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même en matière financière. Mais force est de constater qu'effectivement, nos finances publiques sont dans un piteux état. On a en face de nous un Titanic budgétaire. Tout l'objectif des années qui viennent, ça va être d'éviter ce Titanic et éviter que le paquebot France ne sombre. Alors, je vais donner des chiffres très simples, qui est la base de votre travail. Ensuite, on va décrypter et puis vous rentrer dans les détails. En 2024, l'État a engrangé, les recettes de l'État étaient de 289,5 milliards d'euros. Voilà. Il a dépensé 443,4 milliards d'euros, les dépenses de l'État. Déficit net pour l'année 2024, 153,9 milliards, presque 154 milliards. Si on transpose, parce que les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe, on transpose ça à l'économie d'un ménage, d'un foyer français, c'est comme si vous avez un revenu mensuel de 2895 euros, revenu familial ou individuel, votre dépense mensuelle, votre train de vie, vos dépenses, est de 4434 euros. Et au final, sur votre compte bancaire, le banquier vous appelle et vous dit vous êtes à découvert de 1539 euros tous les mois. Multiplié par 12, vous imaginez bien qu'au niveau d'une gestion d'un foyer personnel, ça peut pas durer. D'une entreprise, c'est le dépôt de bilan ou la faillite immédiate. Et en France, non, la machine continue. Alors, en plus, comme vous dites, le phénomène est exponentiel. Plus ça va, plus on accumule la dette, plus elle s'alourdit et plus les effets sont catastrophiques. Oui, et puis ça dure depuis 50 ans. Le dernier budget voté pas en déficit, mais bénéficiaire en France, il était un petit peu à l'équilibre, il était à 0,1% de bénéficiaires. Sous Georges Pompidou. 1974, oui. Et à partir de 1975, on bascule, et donc plus de 50 ans de déficit accumulé, et donc, comme vous le disiez très bien, Perico, ces déficits accumulés créent notre dette, qui est devenue aujourd'hui abyssale, c'est plus de 3400 milliards d'euros, c'est plus de 115% du PIB, ça veut dire que... 115,6% du PIB. Voilà, exactement, et puis on va avoir des nouveaux chiffres dans quelques semaines, et ça aura encore augmenté, et donc toute cette dette accumulée, ça nous coûte cher. Pourquoi? Parce que les simples intérêts, par exemple, les intérêts de la dette qu'on doit payer chaque année, sans parler du capital en soi, aujourd'hui sont supérieurs à beaucoup de postes budgétaires de l'État, notamment la défense. Et vous dites que bientôt 67 milliards, je crois, le remboursement. On dit bien le remboursement des intérêts de la dette. On parle pas de la dette. Sans parler du stock. Voilà. Ouais. Si on le met sur le calendrier, ça veut dire que la France travaille au remboursement de sa dette jusqu'à juillet-août. Presque quelque chose comme ça, à peu près, oui. Même plus que ça, si vous prenez l'ensemble des dépenses publiques, c'est l'État central, c'est les collectivités et la sécurité sociale. Si on regarde les dépenses publiques je le rapporte au calendrier dans le livre en 2024, on arrive en France à vivre à crédit à partir du 24 novembre. Et on est bien d'accord que cette somme faramineuse, 67 milliards, ne comble pas le trou. Elle rembourse les organismes financiers qui ont prêté de l'argent à la France. C'est les intérêts, c'est les adios, le terme c'est les adios, voilà, que vous auriez sur un compte déficitaire, vous auriez un compte à découvert avec ce qu'on appelle en rouge, ce sont les intérêts que vous payez à la banque. On rembourse, alors que les gens comprennent bien, ces 67 milliards, on rembourse qui? Quels sont les organismes qui ont prêté l'argent à la France et qui se font... Quand on regarde la dette publique, aujourd'hui, quels sont les détenteurs de la dette publique? On n'a que des grands indicateurs.
On sait que à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié des détenteurs de la dette publique sont des détenteurs étrangers. Ça peut être des fonds souverains, des banques étrangères, etc., etc. Et l'autre moitié est détenue par des Français, par des institutions financières françaises, et puis par des particuliers, des Français qui ont investi dans des obligations d'État via leur assurance vie. Donc les Français sont eux-mêmes créanciers de la dette publique. Ce qui veut dire que quelque part, comme certains ont tendance à le dire, si on voulait annuler, si on voulait annuler cette dette, aujourd'hui, on ruinerait les épargnants français. Aujourd'hui, vous dites d'un nourrisson à un centenaire, oui. On est sur une dette... 50 000 euros. 50 000 euros par habitant. Par habitant. Voilà. Donc s'il fallait la rembourser tout de suite, alors il y en a qui pourraient payer, et il y en a énormément qui ne pourraient pas la payer. Enfin, je veux dire, Et pour revenir, pour voir à quel point l'étendue des choses s'est aggravée, quand on parlait tout à l'heure du calendrier, donc jusqu'à partir du 24 novembre, la France vit à crédit. En 1980, ça allait beaucoup mieux. On était à crédit simplement les 4 derniers jours de l'année. C'est dire si... Les 4 derniers jours de l'année. Les 4 derniers jours. Là, aujourd'hui, c'est 38 jours. Cette année, voilà. C'était la statistique est terrifiante. Comment fonctionne, j'allais dire, la demande de la dette? Vous êtes le gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, Premier ministre, président de la République. On va dire que ce soit Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, on fait un bilan annuel et Bercy vous dit il va nous manquer de temps pour finir l'année, c'est ça? Oui, ou même les bilans sont quotidiens en fait. Sont quotidiens. Mais on sait que ces dernières années, on va lever à peu près, et puis l'année prochaine, on va lever plus de 300 milliards d'euros de dette. Alors, qui va lever? Qui lance? Quel est l'organisme? Quelle est l'autorité de la République qui dit je vais sur les marchés? C'est piloté par France Trésor. Par France Trésor qui dépend de quoi? De Bercy, du ministère des Finances, de l'économie. Des agents publics remarquables. Hein. On a des gens extrêmement brillants, mais c'est cette logique-là en fait de déficit. La dette ne poserait pas de problème si elle était à un niveau bien moindre. Et si elle est réellement vers des dépenses d'investissement, alors qu'aujourd'hui on finance beaucoup nos dépenses de fonctionnement. Et ça pourrait aller beaucoup mieux si, de par nos politiques publiques, on n'accumulait pas ces déficits. La dette n'est que le résultat d'une mauvaise gestion budgétaire. On est bien d'accord. Ces hauts fonctionnaires donc donnent un ordre, ils émettent un ordre d'achat d'emprunt quelque part. Ce sont des bons du Trésor que l'on met sur le marché international. Les OAT à 10 ans, etc. Après, il y a le premier marché, le second marché. C'est pour ça que souvent il est difficile d'identifier qui détient la dette, parce qu'il y a un marché primaire. Après, il y a d'autres opérations financières qui fait que c'est d'autres créanciers qui vont acquérir ces OAT ou ces bons du Trésor. Donc, mais alors à ce niveau-là, on peut dire qu'on a encore la confiance de nos partenaires étrangers. La France est encore avec aujourd'hui un pourcentage. Hein. Voilà, elle est encore. C'est pas gratuit. Ouais, c'est pas gratuit, mais entre guillemets, c'est encore soutenable au sens où on emprunte encore de la dette française. Mais c'est vrai que les intérêts ont tendance à monter. Et pourquoi nos partenaires étrangers, les investisseurs, ont quelque part confiance, il y a une certaine forme de confiance. Oui, c'est la France. C'est la France, parce que on est une puissance importante, on est une puissance nucléaire, on a un très très haut recouvrement de l'impôt, c'est quasiment 100%. Notre administration fiscale est au moins ça sert à ça, extrêmement en même temps c'est performante. dû aussi à ça. Oui, et aussi pourquoi? Parce que la France détient un fort patrimoine. Si vous faites le cumul du patrimoine français, de l'épargne des Français immobiliers, on a quasiment 20 000 milliards de richesses. Alors, dites doucement, ça fait dire aux créanciers que quelque part, si l'État est en faillite, peut-être qu'on pourra ponctionner un peu plus l'argent des Français. Jean-Baptiste Léon, dites doucement, parce que je pense qu'il y a des organismes politiques en France qui seraient dit, mais il y a un petit pactole qui dort dans le bas de laine, et si on allait s'en servir pour colmater je suis sûr que ça traverse la dette. Ça a été dit il n'y a pas très longtemps par certains élus, oui. Pour en rester au mécanisme, ces fonds financiers sont versés à la Banque de France. Vous voyez que comment ça se passe concrètement pour que les gens comprennent? On emprunte sur les marchés internationaux, on nous fait un virement de tant de centaines de millions de dollars. Moi, personnellement, je suis un observateur, je ne suis pas un économiste en soi. En tout cas, c'est bien de l'argent qui est emprunté. C'est l'argent qui est emprunté à des fonds qui prêtent. Oui, ils comptabilisent. Encore à des fonds français ou à des fonds, encore une fois, étrangers. Mais c'est le gros problème, en fait, de cette dette, après, c'est la dimension souveraine. C'est-à-dire que, quelque part, ces acteurs financiers étrangers peuvent faire pression sur notre pays. Voilà. Et c'est ça le plus grave, quelque part. On dit que la Chine détient une grande partie de la dette américaine. La dette française est détenue par des puissances
puissances étrangères ou des organismes privés ou publics. Ça peut être des Qataris, des Saoudiens, des Norvégiens. Je pense que les Norvégiens ont un fonds souverain qui est extraordinaire. Ils sont une économie extrêmement puissante et donc détiennent une part de la dette. Donc en sous-main ou quelque part, si la situation géopolitique internationale s'aggrave, ça peut être des leviers de pression. On l'a très bien vu au moment de la crise grecque, où la Chine a beaucoup prêté aux Grecs, mais à un moment, elle a dit aux Grecs, non, il n'y a pas besoin de nous rembourser, messieurs les Grecs. En revanche, on veut bien vous acheter une partie du port du Pirée. Et voilà, donc c'est un pan de souveraineté grecque qui a disparu. Ce genre de choses pourrait peut-être nous arriver si on ne corrige pas le tir. On peut démanteler, on se souvient que l'aéroport de Toulouse avait failli être vendu aux Chinois, donc on peut démanteler le patrimoine économique et les richesses de la France. Ça veut dire que notre souveraineté est atteinte. La souveraineté de la France est limitée en termes financiers aujourd'hui. Oui, je pense, et ça, il y a un autre pendant, vous parliez de l'aéroport de Toulouse, mais on le retrouve cette situation dans l'économie privée aussi, avec notamment énormément de vignobles qui sont achetés par des acteurs étrangers, dont chinois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre économie privée, entre guillemets, pâtit beaucoup de la prééminence de l'économie publique et de la dépense publique. C'est-à-dire qu'un euro de dépense publique, c'est 1 euro de moins qui va être levé par l'impôt, ça va être 1 euro de moins pour une entreprise, voire 2 euros de moins pour pouvoir investir. Donc notre suradministration, en fait, a des conséquences dramatiques sur notre économie, et ce qui explique après qu'effectivement, que par rapport aux partenaires étrangers, eh bien, on n'est pas très bon. Vous restez avec nous sommes avec Jean-Baptiste Léon qui a écrit le livre noir de l'argent public. C'est pas que des bonnes nouvelles, mais on décrypte avec lui la situation financière de la France. On se retrouve dans un instant et vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez envie de poser des questions. Je suis sûr qu'il y en a plein, il y a plein de réponses qui vous attendent. Nous sommes avec Jean-Baptiste Léon, auteur du livre noir de l'argent public. Je peux vous dire, c'est un cauchemar ce livre. Enfin, en même temps, il faut dire la vérité telle qu'elles sont. C'est un travail remarquable, une enquête journalistique sur tous les chiffres des comptes de la République. Je disais tout à l'heure en ouverture que est-ce que la France est ruinée ou en faillite, et si c'était une entreprise, elle serait en liquidation judiciaire. Jean-Baptiste Léon, on continue cet échange. On va pointer les différents trous dans la caisse. On va commencer par le plus gros, qui est le modèle social français, les retraites, les caisses d'allocation familiale, les caisses primaires d'assurance maladie. Le président de la République avait utilisé l'expression, mais c'est un pognon dingue. Ah oui, c'est un pognon dingue, hein, c'est 57% des recettes de l'État. Vous pointez surtout, la caisse des retraites, c'est la retraite des fonctionnaires qui est très chère ou non ? Oui, on peut revenir même en arrière, si vous voulez bien, Perico. L'État a fait il y a 2 ans un super site internet qui s'appelle « À quoi servent mes impôts ?» Oui, donc, je me souviens. Et il est très bien, c'était sous Gabriel Attal. Et il donne des chiffres qui sont très parlants. Que financent nos impôts? Effectivement, comme vous le disiez très bien, sur 1000 euros d'impôts, plus de la majorité va, 561 euros exactement, va à la protection sociale, donc les retraites, la santé, l'aide aux familles, le chômage. Si on regarde, on peut revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'éducation, c'est 88 euros sur 1000. Le fonctionnement des administrations, c'est 66 euros. Et par exemple, si on regarde l'aspect régalien des choses, c'est-à-dire défense, sécurité, police, et puis diplomatie, on est à 561 euros sur 1000 de dépenses sociales, et le régalien, il est aux alentours de 60 euros. Vous vous rendez compte? Mais c'est dire, et le régalien, c'est vraiment l'émission pure de l'État. De l'État, et ils s'en intéressent, et on est en train de corriger le tir, Dieu merci, mais l'écart entre cette sphère sociale qui est XXL et le régalien qui est en t-shirt taille S très serré est gravissime. 561 euros sur 1000 euros que gagne l'État chaque année, donc 56,10%, on arrondit à 57 pour certains, c'est le prix du modèle social français. Oui. C'est à l'honneur de la France et de la République, sauf que la phrase de Raymond Barre, nous vivons en 1976, nous vivons au-dessus de nos moyens, là c'est plus qu'au-dessus de nos moyens. On vit de façon absolument aberrante par rapport à notre richesse. Je me souviens d'une phrase, quelqu'un qui avait rencontré Marcel Dassault qui disait à son petit-fils, tu ne peux pas dépenser plus que tu ne gagnes dans ton bilan financier. Le modèle social français, donc 561 euros sur 1000 chaque année, je suis sûr, et on le sait, on va pas le supprimer, il est l'honneur de la France et c'est une conquête citoyenne, une conquête politique. Je suis sûr que si on regarde dans le détail, on peut peut-être descendre de 561 à 380 ou 310 et rester opérationnel. Il y a du gaspillage, il y a du gâchis ou non? Il y a du gaspillage, il y a du gâchis, il y a de la fraude aussi dite sociale, il y a de la fraude aussi sous un autre aspect dite fiscale. Mais on voit que, notamment sur la fraude, c'est intéressant. L'État s'y est mis. Pendant longtemps, on n'avait pas tellement de chiffres officiels
sociale autour de la fraude. Il y avait des très bons essayistes qui avaient essayé de... Il y a des contrôles. Oui, il y a des contrôles, mais pas assez. En fait, on n'a pas assez de moyens de contrôler. Et par exemple, dans les CAF, etc., ils sont quelques centaines pour toute la France pour contrôler, même si ça avance. Mais c'est toujours difficile, par exemple, pour les CAF, c'est une administration qui est là pour Caisse d'allocation familiale, hein. Ouais, voilà. Ce sont des administrations qui sont là pour verser des subsides, donc ils ont du mal. C'est pas leur logique première à contrôler leur propre. Elles n'ont pas été faites pour ça. Donc on manque de contrôleurs. Et cela dit, donc il y a 2 ans, l'État a réussi à chiffrer le montant potentiel. Alors c'est qu'une estimation et qui est sous-évaluée de 4,5 milliards. Oui, ça dépend des branches, mais par exemple juste pour la fraude sociale, on est à 13 milliards identifiés, 13 milliards. estimés. 8%, hein, 8% par an en fraude ou en... Ouais, ça dépend des branches, mais ça peut être même beaucoup plus pour certaines. Mais sur ces 13 milliards d'euros estimés, il y en a vraiment 2,1 milliards qui a été purement identifié. Donc on sait que ça, c'est vraiment de la pure fraude, et sur les 2,1 milliards, il n'y en a que 600 millions qui ont été récupérés. Donc c'est à dire qu'il y a des marges de manœuvre, il y a encore moyen d'avancer plus sur ce type de thématique. Droits abusifs qui sont... Oui, fraude aux cotisations, c'est-à-dire fraude aux prestations, c'est de toute nature, c'est des particuliers, c'est des professionnels. Cartes vitales qui se promènent. Voilà, c'est ça aussi. Même si là, sur les cartes vitales, ça a beaucoup évolué. Effectivement, il y a quelques années, on avait plusieurs centaines de milliers, si ce n'est plusieurs millions qui étaient en circulation, et là, il y a eu un redressement important qui a été fait, qui permet de corriger ce type de travers. Donc, alors, le sujet des retraites qui est au cœur du débat politique français et qui anime la vie politique depuis 3 ans, qui déchire le pays d'ailleurs. Vous dites oui, il y a un problème des retraites, c'est clair. En même temps, c'est la fierté de la France pouvoir donner à ses retraités un niveau de vie raisonnable. Vous dites que le poids le plus lourd, il pose quand même sur la retraite de la fonction publique. Oui, et tout à l'heure on parlait de la dette. Là, c'est ce qu'on appelle aussi la dette hors bilan. C'est une dette qui est à côté de la dette officielle et qui considère, qui prend en considération, ce qu'on appelle les engagements hors bilan de l'État. Donc c'est des promesses en fait de l'État. L'État s'est engagé à payer un certain nombre de choses, et notamment donc la retraite des fonctionnaires. En 2023, on estimait que cette dette hors bilan était à quasiment 4200 milliards. Donc c'est le double de la dette officielle. 4,188. Ouais, tout à fait. Expliquez-nous ce que c'est que l'engagement hors bilan. C'est-à-dire, c'est un emprunt supplémentaire qui n'est pas fait dans les procédures habituelles. Ce sont des garanties, c'est des engagements qui ont été pris avec par des l'État, banques. Par le gouvernement, donc Oui, ça concernait certaines garanties qui ont été mises en place pendant le Covid aussi. C'est les subventions d'équilibre au système SNCF, et donc c'est les engagements, c'est-à-dire donc ce que l'État va devoir payer en termes de retraite à ses fonctionnaires dans le futur. C'est de la somme empruntée, ça aussi, ou non? Pour payer ou pas direct? Oui. C'est difficile de le savoir. Oui. C'est difficile de savoir parce que c'est un engagement. C'est un engagement. Et il faudra pas y couper. Alors ces engagements peuvent baisser, mais ils peuvent augmenter aussi. Selon qui a payé, selon les engagements qui vont être pris, cette somme peut évoluer à la baisse ou à la hausse. Donc 3 416 milliards officiels, plus les 4 milliards 188, donc on est à 8 000 milliards, oui. Oh là 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 là. Ça fait 100 000 euros sur la tête ou sur les épaules de chaque Français, du bébé dont on parlait tout à l'heure jusqu'à... Vous êtes en train de nous annoncer, Jean-Baptiste Léon, que la vraie dette de la France aujourd'hui, elle s'approche des 8 000 milliards, 7 800 quelque chose. Ouais. On peut s'en remettre ou non, ou il vaut mieux mettre la poussière sous le tapis? Non, encore une fois, c'est le Titanic, hein? Ouais. Ah, c'est le Titanic. Heureusement qu'il n'y a pas d'iceberg en vue, parce que là... Je commence le livre par cela. Mais c'est pour ça que je vous dis Titanic, ça. Oui. Et au capitaine, je crois qu'il s'appelle le capitaine Smith. Qui va prendre, de l'État. Oui, mais il reste à bord, lui. Il reste à bord, lui, quand ça coule. Avec la musique, avec l'orchestre. Les musiques. Donc, au capitaine Smith qui pilote la France de prendre les mesures nécessaires pour éviter, on peut encore échapper au choc de l'iceberg. Oui. Les capitaines Smith qui nous gouvernent depuis 74, voilà, ils ont tous leur part de responsabilité. Voilà, donc c'est maintenant qu'il faut que ça bouge, il faut que ça change vraiment. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un tournant? Alors, je fais pas un jugement de valeur. La gauche arrive au pouvoir, 1981, on dépense, on tient compte des promesses électorales de l'Union de la gauche de 1981. 83, la rigueur, parce qu'on a dépensé un petit peu plus, on a laissé courir la planche à billets, si je peux m'exprimer ainsi, l'euro n'existe pas. Est-ce que c'est pas à ce moment-là où la classe politique, il s'avère que c'est François Mitterrand et les gouvernements de gauche, même s'il y a des gens comme Jacques Delors ou Monroy qui disent attention, on découvre qu'il y a la possibilité d'emprunter sur les marchés, et en avant la musique, ça se traduira par le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron en 2020. Allez, on y va, faites rouler. Alors, c'est plus la planche à billets, puisque ce n'est plus la Banque de France qui fournit. On va sur les marchés internationaux, on emprunte. Est-ce que la conclusion, c'est pas après moi le déluge? Mais quelqu'un va la payer, cette dette. Oui, nos enfants, nos petits-enfants, c'est là qu'est le problème, en fait. Pour revenir là-dessus, effectivement, quand on paye les intérêts de la dette,
on paye en fait des investissements, des modes de fonctionnement passés. On paye la dette, on paye pour le passé, parce qu'on a fait. Et on finance pas des choses dont on a besoin. Et on finance plus l'avenir. Voilà ce que je vous disais. La vie d'aujourd'hui. Voilà ce que je vous disais aujourd'hui. Avant la fin de la décennie, en 2029, les intérêts de la dette seront supérieurs à 100 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est encore une fois plus que le budget. Ça sera le premier budget de l'État. Exactement. Le remboursement, nous disons bien le remboursement, pas la dette, le remboursement des intérêts de la dette. Et c'est autant d'argent, c'est 100 milliards, ça va même être plus, qu'on n'aura pas pour nos hôpitaux, pour nos écoles, etc., etc. Donc oui, c'est grave. Et pour revenir sur ce que vous disiez au début, je pense même que il y a eu un facteur d'accélération à partir de 1981, mais déjà le verre était dans le fruit précédemment. Oui, la pratique. Mais avec Raymond Barre qui faisait quand même attention, Giscard d'Estaing. Oui, Raymond Barre à l'époque, donc vous le citiez tout à l'heure en 1976. Donc il parlait il disait que la France vivait au-dessus de ses moyens. La dette entre le début du mandat de Raymond Barre et la fin, on était à 15 et 20% de dette. Donc vous voyez, on était encore, il y avait encore moyen de moyenner comme. Il a quoi ? Il a 600 000 ou 700 000 chômeurs, quelque chose comme ça, qui est déjà très grave. On s'en inquiète, voilà. Même un petit peu moins, je pense. Mais puis les prestations sociales qui. En fait, la France a été victime du choc pétrolier. On n'a pas su prendre les 73. On n'a pas su prendre les bonnes mesures. Voilà. C'est la fin des Trente Glorieuses, vous dites. 45-75. Oui, et on n'a pas su prendre les bonnes mesures à l'époque. Justement, on a cru que la dépense publique allait pouvoir amortir le choc. Alors qu'en fait, elle n'a fait qu'accentuer les dysfonctionnements. Alors vous parlez évidemment, on en a beaucoup parlé aussi dans le débat politique, les agences, les opérateurs de l'État, les autorités, 500 000 agents qui dépensent à tout va pour des investissements extrêmement aléatoires en termes de nécessité. Oui, on pense par exemple à une agence comme l'ADEME qui a pas si longtemps nous expliqué comment laver nos slips. Oui. Une agence de la transition écologique, on lui demande peut-être pas de mettre son nez dans les caleçons des Français. Oui, beaucoup d'agences. Alors le but du jeu au départ pour l'État, c'était entre guillemets de simplifier. Et souvent quand l'État veut simplifier, malheureusement, il complique. Et donc donner un peu plus de souplesse dans l'organisation des politiques publiques en créant des agences déconcentrées. Mais malheureusement, ces agences déconcentrées ne sont pas assez contrôlées et tournent un petit peu en roue libre, ont des sureffectifs et coûtent au final très très cher. Ouais. Ce sont des agences qui sont contractées par qui ? Par des responsables politiques, par des énarques, oui, voilà, il y a des hauts fonctionnaires. Alors les statuts sont très divers. Parce que là encore, on est dans la nomenclature de l'État et c'est vraiment très très complexe, à tel point que l'État et les députés, on avait eu la confidence d'un député il y a quelques années à Contribuables Associés qui nous avait dit les agences c'est un coffre-fort dont on a perdu la clé. Nous parlementaires, oui, l'expression est extraordinaire. Et nous parlementaires qui devons évaluer les dépenses de ces agences, on n'y voit pas clair parce que l'État ne donne pas les éléments. C'est très masqué, très caché. Donc le but du jeu de ce livre, est d'essayer de mettre un petit peu le focus là-dessus et essayer d'en savoir plus. Et justement, vous parliez à raison tout à l'heure que ce livre doit être lu par les politiques parce qu'effectivement qu'ils s'emparent de ces sujets pour que le ménage soit fait. Même la Cour des comptes n'a pas des éléments pour pouvoir mettre son nez là-dedans. Il y a eu des bons rapports, mais c'est encore une fois d'une complexité assez abyssale. C'est une usine à gaz, qu'on peut dire. C'est une usine à gaz, comme beaucoup de choses en France. Et les parlementaires qui sont là pour évaluer les dépenses de l'exécutif, il y a des budgets annexes qu'on appelle les jaunes, les bleus, etc., qui doivent récapituler tous les éléments financiers des agences. Et en régional, ils sont pas intégraux, intégraux ces éléments. On n'a pas on n'a pas l'intégralité des éléments. Mais après, il y a des très bons élèves. Il y a des agences qui vont très très bien se comporter et d'autres qui gaspillent. Oui. Nous sommes avec Jean-Baptiste Léon, auteur du livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants et vous nous appelez au 0826 300 300 parce que vous avez probablement des questions à poser à ce grand expert du désastre de notre économie. Auteur du livre noir de l'argent public, il est 13h34 et nous décryptons la situation calamiteuse dans laquelle se trouve l'économie française. Jean-Baptiste Léon, on est en train de faire l'inventaire des trous dans la caisse. Vous comparez à une sandale qui aurait un trou, continuerait à marcher, dont le trou continuerait à s'agrandir parce qu'il y a un effet exponentiel. Plus on s'endette, plus la dette devient lourde et plus les intérêts de la dette deviennent conséquents. On oublie un chapitre, enfin vous l'oubliez pas, l'Union européenne, qui est quand même, on dit aujourd'hui, c'est la garantie, c'est la sûreté, c'est grâce à ça que la situation économique n'est pas pire. Ce sont quand même 25,3 milliards d'euros que nous versons à l'Union européenne, c'était 24,2 en 2024. Ça représente quand même 18% du budget européen, deuxième position après l'Allemagne, premier financé. Et vous dites qu'un organisme qui s'appelle l'Office européen de la lutte antifraude recommande de récupérer 18,4 milliards d'euros qui seraient partis à la fraude ou à des mauvaises dépenses. Voilà, ouais, donc la
France est un mauvais élève, mais il n'est pas le seul. Et donc, dans l'Union européenne, effectivement, il y a des dépenses considérables qui sont pas forcément évaluées. Il y a eu des cas, notamment, il y a eu des super rapports, parce qu'il existe une Cour des comptes européenne qui s'est penchée notamment sur l'aide publique au développement de l'Union européenne, où il y a des trous dans la caisse qui sont mais c'est une passoire, votre histoire. Oui. L'économie française européenne, c'est une passoire. Il y a des trous dans la raquette partout. Il y a des trous dans la raquette, parce que c'est un peu une logique d'une certaine administration, c'est on cherche pas on donne pas d'objectifs d'abord, et ensuite on n'évalue pas les procédures en cours de route, ce qui est fort dommageable, parce que au final ça augmente les coûts et ça fait des trous dans la caisse. Les 25 milliards, on en récupère, je crois, 13, quelque chose comme ça. Ouais, ça dépend des années, mais on va dire depuis 5-6 ans, on est déficitaire. Voilà. Oui, en gros, ça coûte 12, 13, et puis ça nous rapporte 13, quoi. Enfin bon, oui, en fait, ça va augmenter. En 2023, oui, on avait un déficit entre guillemets de 9,3 milliards d'euros par rapport à ce qu'on a donné à l'Europe. Et alors ça pourrait être renégocié, parce que les contributions vont continuer d'augmenter dans les années qui viennent. Mais après, certains pays ont su le faire, les Britanniques en leur temps, les Autrichiens, etc., renégocier cette contribution. Mais beaucoup d'acteurs politiques ou économiques disent que ça pourrait avoir des conséquences dramatique sur la PAC et donc sur l'aide à nos agriculteurs. Oui, donc on croise les doigts pour que le Titanic ne rencontre pas d'iceberg. Mais des icebergs, il peut y en avoir. S'il y a un mauvais alignement des planètes, une crise internationale plus sévère que ce qu'on a connu en 2008, ou autre cataclysme géopolitique, là on pourrait se trouver dans une situation extrêmement douloureuse, si je comprends bien. Oui, ou alors cette situation fera que justement la dette ne sera plus un sujet et permettra de résoudre le problème dans un cadre cataclysmique peut-être, mais ça peut être une porte de sortie que je ne souhaite pas, mais c'est ce qu'ont fait les bolcheviks en 1917. Ils ont dit voilà, l'Union soviétique n'a plus de dette, on efface et l'emprunt russe est parti à la poubelle. Mais ça poserait certainement des problèmes. Si on en revient alors à la thérapie, parce qu'attendez, vous faites le bilan, j'allais dire, calamiteux, dramatique, angoissant. C'est vrai que quand on a fini le livre, à la fin, on se dit, bon, je vais prendre un billet d'avion. Courage fuyant, parce que le peu qui nous reste dans le banal, il faut rester, Perico, on a besoin de vous. Non, vous êtes, bien sûr. Et puis vous êtes républicain, vous êtes conscient, vous êtes lucide, vous faites des propositions, vous dites, il y a quand même quelques mesures à prendre, notamment parmi d'autres. Le millefeuille territorial qui est pléthorique, et la c'est pas que vous êtes contre la décentralisation, vous dites elle a été affreusement mal faite. Voilà, on a superposé des dépenses qu'on aurait pu et on a créé finalement un fonctionnement avec des embauches et du fonctionnement qui coûte les yeux de la tête. Non, je suis pas du tout un ennemi de la décentralisation, vous êtes basque, je suis breton. Donc ça serait peut-être d'ailleurs une vraie solution si on allait jusqu'au bout. Voilà. Vaste débat, effectivement. Oui, on reviendrait pour ça. Mais ça existait sous l'Ancien Régime. L'Ancien Régime était bien moins centralisateur, jacobin, que l'est aujourd'hui la République, où il y avait une réelle autonomie des provinces. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en fait, nos collectivités locales sont assez peu autonomes financièrement. Et pourquoi ? Parce que la plupart, par exemple, pour les départements ou les régions, plus de 80% de leurs ressources proviennent de dotations de l'État. La dotation de l'État. Donc on voit qui sont coupées sans cesse, Oui, qui sont coupées par certaines années, notamment sous François Hollande, ce qu'on appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement, avait été réduite, ce qui avait obligé les collectivités locales à se serrer la ceinture. Ce qui est pas plus mal, parce que parfois, effectivement, sur le terrain local, il y a une forte gabegie. Et un des grands défauts de la décentralisation, c'est qu'elle a coûté très cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un recrutement gigantesque de fonctionnaires, notamment via la création des intercommunalités. Et le problème, on parlait d'usine à gaz tout à l'heure, on parlait de millefeuille territorial, parce qu'il y a beaucoup de strates. Ça devient tellement compliqué que certains parlent maintenant même de plats de spaghettis. Tellement il y en a dans tous les sens. Et donc on a recruté beaucoup dans les intercommunalités, mais c'est pas pour autant qu'on a supprimé les postes équivalents dans les communes. Donc alors, ça doublonne, ça triplonne. Soyons très précis, on croit comprendre, parce qu'on comprend, il y a les fonctions de l'État, la fonction publique nationale. Ensuite, vous avez l'échelon régional, l'échelon départemental, l'échelon communal, et on a quelquefois des prestations, des activités administratives qui sont communes à certaines qu'on pourrait économiser, et pour autant chaque entité garde son système de fonctionnement. Vous voyez, c'est un petit peu, on le voit tous sur les panneaux quand il y a des travaux dans une ville ou ailleurs, on voit un petit peu tous les partenaires, il y a même l'Europe. Et en fait, tout ça fait que beaucoup de services de l'État ou des collectivités locales vont faire à peu près la même chose et vont se marcher sur les pieds. Il y a eu un très très bon rapport l'année dernière, à la demande du gouvernement, du maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes, Boris Ravignon, qui a chiffré, qui a
tenter de chiffrer, parce qu'il dit que lui-même, son évaluation est une sous-estimation des coûts. Mais cet enchevêtrement de compétences, de services entre l'État et les collectivités nous coûte 7,5 milliards d'euros par an. 7,5 milliards d'euros par an. C'est quasiment le budget de la justice. Donc vous voyez, en termes de marge de manœuvre, on peut faire des choses. Là, ça c'est une mesure concrètement, un gouvernement pourrait prendre des dispositions. Alors, ça grincerait des dents dans les entités territoriales et comme chez les élus locaux, collectivités, etc. voilà, ils diraient, ils passent leur temps à se plaindre. En plus, et c'est vrai qu'on coupe les dotations. En fait, on leur confie de plus en plus de pouvoir avec de moins en moins de moyens. C'est ça. C'est pour ça qu'il est à l'origine. Mais en même temps, quand vous allez rencontrer ce qui nous arrivait à Contribuables Associés, vous allez discuter avec les conseillers du ministre des Finances. Ces conseillers de l'État vont vous dire c'est la faute des collectivités locales, elles font n'importe quoi. Quand vous rencontrez des maires, ce qui nous arrive aussi régulièrement, ils vous disent non, nous on gère, on est à l'os. On gère au mieux, c'est la faute de l'État. Donc il y a une espèce de ping-pong là, perpétuel entre l'État et les collectivités, et qui se retrouve au milieu, et qui y perd au final, c'est le contribuable. Quand on parle du train de vie de l'État, qui est l'expression consacrée dans la bouche de tout le monde, que ce soit les contribuables ou ceux qui nous gouvernent, le train de vie de l'État, c'est plusieurs facettes. C'est pas un seul fonctionnement. Le train de vie de l'État, c'est quoi? C'est les dépenses publiques, et en même temps, est-ce que l'État il se permet quelquefois des privautés. Oui, mais après, un train de vie de l'État, on pense forcément à nos élus. Si vous en fait, les élus ne coûtent pas si cher que ça. Mais non, c'est pas les élus qui coûtent cher, ce sont leurs mauvaises décisions. C'est symbolique. C'est leur mauvaise décision. Encore, on va reprendre l'exemple des 1000 euros de dépenses publiques dont on parlait tout à l'heure. Sur 1000 euros de dépenses publiques, le coût du Parlement, c'est 1%. Si vous prenez les municipalités, le coût d'un conseil municipal, le coût du Parlement, c'est 1 pour 1000. Et c'est pareil, au niveau municipal, c'est moins d'1 pour 1000 le coût des maires et des conseillers municipaux. Donc c'est pas ça qui coûte cher. Mais le train de vie de l'État, oui, il y a des symboles qui sont parfois extrêmement choquants. Et le poisson pourri par la tête, gouverner, c'est beaucoup une affaire de symboles. Donc on comprend très bien, par exemple, pour reparler d'un président socialiste, François Hollande, il arrive à l'Élysée en 2012, il diminue le salaire du président et des ministres de 30%. Oui. Ce qu'il n'a pas fait en revanche, c'est qu'il n'a pas diminué de 30% les salaires des hauts fonctionnaires au gouvernement ou à l'Élysée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure en antenne de René Dosière. René Dosière a évalué, a regardé de près le coût du gouvernement de François Bayrou. Il se trouve que plus de la moitié des fonctionnaires de gouvernement touchent plus que les ministres. Et là, ça dit quelque chose quelque part. Ça veut dire que s'ils touchent plus, c'est peut-être ceux qui ont le réel pouvoir en fait. C'est un oubli où justement, comme vous l'insinuez, Jean-Baptiste Léon, ils n'ont pas osé parce qu'ils se seraient mis. Je pense qu'ils n'ont pas osé. Ils se seraient mis la fonction publique. Oui, parce qu'on le sait bien, le ministre y passe, l'administration reste. Oui. En 2 ans, on a eu six ministres de l'Éducation nationale, oui. Et c'est pas les ministres qui pilotent, c'est la haute administration qui va sortir les directives. Donc oui, le pouvoir c'est la haute administration qui le détient, je pense. Oui. Mais justement, aux politiques de faire bouger cette haute administration pour des réelles réformes. Donc c'est compliqué. On peut dire, pour résumer un petit peu par rapport, j'allais dire, aux origines de ce problème, c'est un manque de courage évident, cumulé. Bien sûr. On se repasse la patate chaude. Là, toutes les expressions, ils passent la poussière sous le tapis. Après moi le déluge, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis qui verra. Un homme pourrait décider de mettre halte, faire une pause à ce haut-là, faire le haut-là, je veux dire, à cette débris. Je pense à qui, je ne sais pas, mais je crois qu'il faudra être extrêmement pragmatique. L'argent public, dans le fond, la bonne gestion des finances publiques, elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est l'argent des Français. Le bon sens. Ça doit être du bon sens, exactement. Et donc, il nous faudra quelqu'un de pragmatique et qui est prêt à affronter certains contre-pouvoirs et des mauvais contre-pouvoirs, parce qu'il y a aussi de bons contre-pouvoirs. On va lui dire bon courage. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Baptiste Léon et on continue à décrypter, à faire l'inventaire de ce fiasco économique qui ruine la France. À tout de suite. Dans tous ces états. Dernière ligne droite de cette France dans tous ces états du 25 novembre 2025 avec Jean-Baptiste Léon et son livre noir de l'argent public qui ne remonte pas le moral. Mais bon, Jean-Baptiste Léon, faut rester optimiste. Un dernier point sur les charges un peu lourdes de la fonction publique, vous m'avez dit. Oui, la bureaucratie. En fait, on se rend compte que quand on compare avec les pays étrangers, notre bureaucratie est un véritable poids. Certaines analyses estiment qu'elle nous coûte plus de 100 milliards d'euros par an. Pourquoi ? Parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, on a beaucoup de strates
des services qui s'additionnent sur d'autres services, et c'est compliqué. Il y a ce phénomène-là, la surbureaucratisation dans l'éducation nationale. On l'a aussi à l'hôpital, on en a beaucoup parlé, où aujourd'hui, ce que reprochent beaucoup de personnel de santé, c'est que ce sont les administratifs qui ont pris le pouvoir à l'hôpital, et non plus les soignants. Vous rencontrez des infirmières, vous rencontrez des médecins, ils vont vous dire mince, moi je suis plus là pour soigner, on me demande de faire des tableurs, de remplir des tableaux Excel en permanence, et c'est pas mon boulot, et c'est autant de moins de temps que je passe avec mes patients. Alors nous avons Jean-Pierre qui nous appelle de Marseille, qui a certainement une question pertinente à vous poser, Jean-Baptiste Léon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Perico, bonjour. C'est terrifiant ce qu'on évoque avec Jean-Baptiste Léon. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Moi j'ai envie de vous dire que j'en ai assez de payer. Et il y a dans ce pays peu de rameurs et énormément de barreurs, pour prendre l'image de quelqu'un qui navigue. Pas mal. Donc il va falloir supprimer des barreurs pour savoir dans quelle direction on veut aller, déjà. Et moi j'ai envie de dire et de poser la question, les 3 premières mesures à prendre, ce seraient lesquelles ? Voilà, justement, Jean-Baptiste Léon disait que la bureaucratie, les barreurs, c'est un peu la bureaucratie, je pense que vous faites allusion à ça. Il y a une autre image que j'aime bien, Jean-Pierre, c'est celle de Xavier Fontanet, entrepreneur. Xavier Fontanet, oui. Ouais, qui a dirigé de grandes structures entrepreneuriales françaises. Et lui, il dit que en fait, la France, c'est un pur sang, mais malheureusement, c'est un pur sang dont le jockey est obèse. En gros, il faut imaginer Ourasi, sur lequel il y aurait le sergent Garcia. Donc ça marche pas très bien, effectivement. C'est pas mal. Et c'est un peu le secteur privé qui pâtit d'un secteur public hypertrophié. On préférait un gringalet sur un cheval de trait. Ça serait beaucoup plus efficace. Jean-Baptiste Léon, Jean-Pierre, c'est notre auditeur. Les 3, alors c'est facile, évidemment, c'est les questions bateau. Là, vous avez les leviers, vous êtes consulté par nos gouvernants. 2-3 mesures immédiates à prendre pour, en tout cas, arrêter l'hémorragie. Avant de rétablir les comptes de la nation, arrêter l'hémorragie. Alors, il faut prendre des mesures d'ensemble et on ne pourra pas aller petit à petit. C'est pas un point par point. Non, ça va être trop compliqué. Alors, bon, donc il faut donnez-nous une idée de la solution. Déjà, c'est un certain changement de mentalité. On est avec une administration qui est trop focalisée sur les procédures et pas assez sur les objectifs. Il faut mettre un petit peu plus d'évaluation, un peu plus de regarder de près les choses. Après, effectivement, une des premières choses à faire, je pense, c'est ausculter un petit peu la fonction publique, récompenser les bons élèves, c'est-à-dire les fonctionnaires méritants, et mettre, si ce n'est ou pas, en tout cas, favoriser ceux qui travaillent bien, et quelque part, j'ose pas employer le terme, mais punir ceux qui font pas le boulot. Alors, comment on les repère, ceux qui travaillent bien? Est-ce qu'il y a un moyen de les situer? Justement, ça va dans cette logique-là de la fonction publique, de l'administration, qui doit vraiment rentrer dans cette logique du mérite qu'elle n'a pas forcément. Elle est plutôt dans la logique, on va dire, du petit chef. Et beaucoup de fonctionnaires sont pour une réelle réforme de l'État. Ils voudraient avoir plus d'autonomie, être plus responsabilisés pour mieux agir au quotidien. Mais il y a toute une hiérarchie au-dessus qui n'est pas dans cette logique-là, qui est dans une logique verticale. Pour penser la fiscalité, ça vous êtes d'accord? François Bayrou le suggérait, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, et on a l'impression qu'il est parti avant la catastrophe, parce que concrètement, ça peut mal. Là, pour l'instant, ça tient, on dirait, sur un équilibre extrêmement précaire. On l'a dit, ça peut un jour basculer et devenir beaucoup plus compliqué. Oui. Donc là, tout de suite, est-ce que, par exemple, la bureaucratie, est-ce qu'il y a moyen de la limiter? Faut supprimer des postes. Le millefeuille administratif. Est-ce qu'on peut supprimer des attributions de millefeuille Oui, il y avait une proposition qui date un petit peu, il y a une quinzaine d'années, qui a été reprise récemment. C'est le fameux conseiller territorial, c'est-à-dire faire une partie fusionner en partie. C'était Nicolas Sarkozy qui était à l'origine de cette idée. Mais après, c'est ça qu'il faut. Il faut quelqu'un qui puisse imposer les réformes, parce que sur le millefeuille territorial, vous allez avoir énormément de blocages sur le terrain, que ce soit et surtout d'apport de la part des élus locaux. Ouais. Et vous pensez que, alors je veux dire, l'homme providentiel ou la femme providentielle, il y a eu quand même quelque part dans l'histoire récente de la République une voix qui s'est exprimée, qui avait l'air de dire... Il y a un très bon exemple qu'on connaît tous, c'est Notre-Dame de Paris, oui, qui a été restaurée en 5 ans, un petit peu moins de 5 ans, et même durant la période Covid, c'est dire si les choses étaient compliquées. Et c'est vrai que faut être honnête, il y a qu'une personne qui y croyait à ce projet au départ, c'est Emmanuel Macron. Oui, qu'il a voulu, parce qu'il avait besoin que ça se fasse, et on le félicite parce qu'il a voulu. On félicite tous ceux qui sont partie prenante dans ce projet, comme nos artisans. Pourquoi ça a bien marché? C'est parce que justement
l'État a créé une loi spéciale. Oui, attendez, pas seulement ça, Jean-Baptiste, il y a un militaire, c'est un général. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On crée une loi spéciale, on a une gouvernance unique. Ça, c'est très important parce que quand on voit les grands chantiers à l'étranger, souvent quand ça marche bien, c'est parce qu'il y a une gouvernance unique. On met un homme à poigne à la tête, c'est un général. Son bras droit, c'est un ancien ingénieur de l'armement. Et surtout, on se libère de toutes les contraintes administratives habituelles en termes urbanistiques, etc., voirie. Et donc, on arrive à relever ce monument extraordinaire en moins de 5 ans. Ça montre qu'en France, quand on libère les énergies, eh bien, ça peut très bien se passer et on peut faire des super choses. Jean-Baptiste Léon, je dirais que c'est une étape. Là, le bilan que vous faites, il est très 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 angoissant. Mais il y a tout un chapitre consacré aux réformes, justement. Oui, c'est pour ça. Non, mais à s'y plonger. Vous êtes un journaliste, j'allais dire cohérent. Vous pointez ce qui va mal et vous faites. Alors, vous n'êtes pas ministre de l'économie et des finances, vous n'êtes pas Premier ministre, vous n'êtes pas président de la République. On aimerait quand même qu'il vous consulte. À défaut, vous leur avez envoyé le bouquin, je suppose que votre éditeur, Maison Hugo Doc. Tout à fait. Donc ça, il faudrait que ce soit sur le bureau de tous les députés, de tous les sénateurs, de tous les ministres à venir et futurs de nos gouvernements, qu'ils l'apprennent. Vous êtes prêts à les aider à décrypter s'il y a des choses qui leur échappent là-dedans, ou les hauts fonctionnaires de Bercy? C'est le travail qu'essaye de faire au quotidien notre association Contribuables Associés, qui est là pour porter auprès des élus les éléments d'une bonne gestion de l'argent public. En tout cas, à lire, chers auditeurs, lisez ce livre, le livre noir de l'argent public. Je le remonte à l'antenne parce que au moins ça vous expliquait, moi qui croyais avoir quelques idées sur le déficit de la France, j'ai compris des mécanismes et j'ai pu décrypter des aspects un peu compliqués. On voit très bien pourquoi on en est arrivé là. Quelque part, j'allais dire, c'est très simple. Aujourd'hui, le millefeuille, il est compliqué, mais enfin voilà, c'est pointé et c'est séquencé de façon à ce qu'on puisse intégrer tous les éléments qui sont à l'origine de la faillite française, avec l'espoir, bien entendu, que cette République qui reste riche, qui reste puissante, qui reste courageuse, il y a un peuple formidable qui est derrière, vous êtes d'accord? Oui. Et des régions formidables, avec des Alsaciens, des Basques, des Corses, des Bretons, des Flamands, des Auvergnats, des Tourangeaux, voilà. Faites appel aux identités régionales pour sortir le pays du marasme. Moi, je vous dis à demain. Je remercie toute l'équipe. Alors, je vous ai parlé de Julien tout à l'heure, mais il y a Elvin aussi, qui est à l'informatique. Ce sont des gens formidables. On les voit pas parce qu'ils sont dans l'ombre. Ils sont gentils comme des cœurs, courageux comme des princes. Maud Koffler, elle m'a pas apporté ma tisane, là, parce que je vais te donner mon pisse mémé de 12h55. Et Emmanuel, bien sûr, voilà, le très précieux Emmanuel, pour vous dire que quand on a, voilà, moi je suis là en vitrine, exposé comme en vitrine de charcuterie, mais derrière il y a ceux qui font le boudin, qui font la saucisse, sacré bout de bidoche. Et que tout se passe bien. Je vous embrasse tous et je vous dis demain à midi, 26 novembre, pour une nouvelle France dans tous ses états. Je suis pas sûr qu'elle sera en meilleur état, mais nous on sera là pour vous la décrypter. À bientôt.